Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Ça y est, j'arrive déjà plus à parler, on est au début de l'émission. Sur ce nouvel épisode de Time Out, aujourd'hui je reçois deux personnes merveilleuses, inspirantes, talentueuses, tout ce que vous voulez. C'est marrant parce que vous êtes tous les deux patrons. En fait, vous êtes fondateur de votre propre studio. Nicolas, tu es le patron de Old Skull Games, et Joanne, la directrice et cofondatrice du studio Spiders. Si vous voulez un petit peu vous présenter, Joanne, je te laisse commencer. Moi, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 1998, à l'époque en tant que graphiste 2D, game designer aussi, et puis chef de projet assez rapidement sur des jeux GBA, Game Boy Color donc, et ainsi de suite. J'ai travaillé un tout petit peu à un moment dans les jeux sur mobile aussi, parce que je suis passée par Gameloft. J'ai travaillé sur des jeux PC, sur des jeux consoles. Enfin, j'ai un peu travaillé sur tous les types de jeux possibles, je crois. En 2008, donc, avec des collègues avec qui on avait travaillé ensemble chez Monte Cristo, on a lancé le studio Spiders. Voilà, ça fait plus de 12 ans maintenant. On s'est spécialisé dans les RPG très très vite, sur PC et console, et on en est... là, notre prochain projet, mais on a sorti 6 jeux déjà. C'était une chouette aventure qu'on espère bien continuer. Et parallèlement à ça, je fais partie aussi de l'association Loisirs Numériques, et avec mes collègues et amis de l'association, on a lancé la bourse jeux vidéo cette année. Et on essaye d'accompagner des étudiants qui n'auraient pas les moyens financiers sinon de faire des études dans le jeu vidéo, et de leur permettre de réaliser leurs rêves en devenant par la suite des créateurs de jeux à leur tour. C'est trop chouette, merci pour ça. Nicolas, du coup? Donc moi c'est Nicolas, j'ai démarré je suis aussi dans l'industrie du jeu vidéo à la base en tant que game designer à partir de 2006. Avant ça j'avais plus un parcours dans l'informatique, donc rien à voir, j'étais le pire informaticien du monde, mais j'ai fait l'informatique. Et d'ailleurs quand j'ai un problème avec mon casque, je ne sais pas le résoudre, hein, c'est pour donner un peu l'angle du truc. Et ensuite j'ai été game designer en 2006, j'ai travaillé un petit peu sur des jeux Nintendo DS. Après, je suis parti à Ankama. À Ankama, j'ai travaillé sur du MMO. Du coup, j'étais en charge d'un MMO qui s'appelait Wakfu les Gardiens, qui était un MMO basé sur la série télé Wakfu. Donc, très beau projet, pareil. Donc là, en tant que vraiment responsable d'équipe, en fait. J'ai travaillé 2 ans au Québec, d'abord dans une boîte de jeux mobiles. J'ai fait mes premiers jeux téléphone, et c'est là que je découvrais que c'était fini le Snake, et qu'on pouvait faire des trucs de dingue, avec l'iPhone, et ça allait changer à tout jamais ma carrière. Après je suis allé à Activision pour avoir mon expérience AAA, donc j'avais envie de voir un peu comment c'était d'être dans une très grosse boîte. C'était super, et du coup je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi les boîtes plus petites avec une taille humaine. Et puis j'avais fait du AAA, du jeu en ligne, du jeu DS, et puis je me suis dit j'ai un rêve depuis toujours qui est de créer mon studio. Donc allez, c'est parti, je me lance. Et donc il y a 8 ans, on a créé avec d'autres personnes Old Skull Games, qui est un studio de jeu qui pour le coup assez versatile en termes de type de jeu, hein, mais on fait principalement du mobile. On commence à vraiment appréhender la console maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer le jeu vidéo? La ColecoVision. La quoi? C'était une vieille console. Moi, j'ai commencé à jouer. J'ai eu de la chance. En fait, ma mère m'avait acheté une console qui s'appelait la ColecoVision. C'était une console du tout début des années 80, qui ressemblait globalement aux briques, hein, avec d'ailleurs, les manettes ressemblaient aussi à des briques. C'était mais absolument pas ergonomique, c'était mal foutu, etc. J'ai commencé à jouer avec ça et puis les Games & Watch à côté. Et ça a été tout de suite un truc dans lequel je me suis complètement immergée. J'étais fille unique à l'époque, j'avais pas encore mes frères et sœurs, qui sont arrivés bien plus tard. Et je pense que c'était pour moi le moyen de m'amuser quand t'es tout seul et qu'il pleut dehors et que tu peux pas sortir, quoi. De mon côté, c'est pour le coup, c'est peut-être plein de gens se retrouvent là-dedans, hein. C'est que j'étais un gamin quand même plutôt introverti, je pense. Socialement, je crois pas que j'étais un gamin très à l'aise. Et c'est vrai que les jeux vidéo, c'était le moyen de vivre des aventures incroyables. Puis quand mon grand frère est venu avec la NES et puis Super Mario, ça a été le moment où voilà, c'était un coup de cœur. Puis c'était un bon moyen aussi de me rapprocher de mon frère. D'accord. C'est marrant, vous avez tous les deux que des frères? J'ai un frère et j'ai 4 sœurs. D'accord. Moi, j'ai 2 grands frères, moi. Ouais. Je suis l'aîné, évidemment. Moi, je suis le cadet. C'est marrant parce que j'avais l'impression, c'est sûrement un cliché ou un préjugé, mais j'avais l'impression que les personnes qui entreprennent beaucoup, c'est souvent les aînés dans leur famille. Les personnes qui justement reçoivent la pression familiale et du coup ont envie d'entreprendre et de prouver, de faire leurs preuves, tout ça.
Du coup, moi, c'est pas toujours vrai, du coup, forcément, c'est un Ouais, peu un c'est cliché. Mais... forcément pas toujours vrai, mais ouais, c'est vrai que dans mon cas, en tout cas, ça veut rien dire. Je dois t'avouer que j'ai créé Spiders. En fait, ça, pour le coup, ça n'a jamais été un rêve de créer un studio en tant que tel. Tu vois, ça fait déjà des années que je travaille dans le jeu vidéo. Je m'étais jamais dit, tu vois, c'est le rêve de ma vie, c'est absolument ce que je veux faire, quoi. C'est vraiment quelque chose plutôt qui est arrivé parce que ça devait arriver, que c'était bien et que c'était comme ça que ça devait se faire, quoi. Alors, il y a Mylène qui dit « Moi, c'est l'ennui. J'ai 10 ans d'écart avec ma sœur et de mes 9 ans à mes 16 ans, j'ai habité dans un hameau de 10 habitants avec moins de 4 km aux alentours. Du coup, le jeu vidéo, c'était un bon complément de la lecture et de la grimpette dans les arbres. » C'est une bonne raison pour commencer à jouer aux jeux vidéo. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment un truc de famille, finalement, le jeu vidéo. Vous parlez direct, vous aussi, vous avez parlé de vos frères et sœurs et tout. C'est vrai que, bon, moi, pour le coup, c'était plus une source de discorde, le jeu vidéo avec mon frère. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais vous avez joué avec vos frères et sœurs à l'époque au jeu? C'était des jeux multi ou c'était des trucs plutôt solo? En ce qui me concerne, ils étaient beaucoup trop petits pour que je puisse jouer avec eux. Ah oui, c'est vrai, l'écart d'âge, du coup. C'était vraiment le principe que je jouais parce que j'avais pas tellement de compagnons de jeu autour de moi. Et puis effectivement, comme le disait une des participantes, je lisais beaucoup aussi, mais à un moment, c'est bien d'avoir un autre truc pour compléter, quoi. Donc ça fonctionnait bien. Finalement, j'ai joué assez tard un peu avec mon frère à WoW, mais vraiment plus pour l'introduire au truc et voilà. C'était des années après, quoi. Moi, j'étais déjà professionnelle à l'époque. J'ai 4 ans, effectivement, avec mon frère qui m'a initié aux jeux vidéo. Donc, ouais, on jouait beaucoup. Ouais. On jouait à Street Fighter, beaucoup. Même Tic et Tac sur la NES, on pouvait jouer à 2 en coop. Donc, c'était quand même mon premier jeu coopératif. Il t'éclatait pas trop, ton grand frère, ça va? Non, au début, si. Puis au bout d'un moment, j'ai quand même pris ma revanche, quoi. Ah, yes. Bien joué. Après, au bout d'un moment, il voulait plus jouer, mais ça, il le reconnaîtra jamais. Et avec vos parents, j'imagine, c'était l'époque où les parents, c'était pas trop... mettaient pas trop les mains dans les jeux vidéo. Ah si? Bah, c'est ma mère qui m'a offert une console. Je lui ai fait des parce qu'elle me regardait jouer et en fait, elle aimait pas le pad. Elle, c'était pas possible. Le pad, c'était ça. Même plus tard, où pourtant, j'avais essayé de trouver un pad ergonomique, machin. Le pad, ça n'a jamais été son truc. Par contre, elle adorait les jeux d'énigmes, les jeux d'enquête, etc. Je lui avais offert les Monkey Island. Et ça a été le coup de cœur immédiat. Elle est devenue ultra fan de Monkey Island. Elle était capable de se sortir par cœur des répliques du jeu. Enfin, c'était assez dingue. Wow. Excellent. Et en fait, sur PC, elle jouait. C'était une gameuse dans le sens. Alors, qu'un seul genre de jeu, donc c'est effectivement relativement limité. Mais tous les jeux d'aventure, elle les a poncés complètement, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. Une vraie passion, quoi. Chaque fois que je lui demandais qu'est-ce que tu veux comme cadeau, elle me disait trouve-moi un nouveau jeu, j'ai fini le précédent, etc. Enfin, donc c'était vraiment. C'est trop chouette. Ah ouais, je connais pas beaucoup de parents qui, comme ça, sont autant fans que leurs enfants de jeux. J'avais l'impression que c'était plutôt genre maintenant, les générations maintenant où les parents ont été joueurs et le sont peut-être encore un peu et jouent avec leurs enfants. Mais j'avais l'impression que les générations précédentes s'y intéressaient pas du tout. Bah, du coup, merci de poutrer comme ça mes préjugés. Alors après, t'as truc qui change un peu. Hein. Moi, quand j'étais petit, alors du coup, moi, j'ai pas du tout eu les mêmes parents que toi, Jeanne Carré. Mes parents, ils avaient rien contre. Ils m'ont laissé jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai que mon père se foutait beaucoup de ma gueule à me dire, à dire au voisin, ouais, Nicolas, il fait du sport, il se muscle les doigts, quoi. Donc c'était vraiment son truc pour me charrier. Et la petite blague, c'est qu'aujourd'hui, il joue plus aux jeux vidéo que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il avait jamais joué aux jeux vidéo pendant toute ma jeunesse, quoi, mais genre pour lui c'était impossible. Et puis après arrivé la Wii, donc là ça commence à arriver le moment où il y a la famille, il y a mon neveu, ma nièce, il dit tu peux ramener ta Wii, on va jouer au bowling et tout, donc ça commence comme ça, tu vois. Au bout d'un moment il y a la tablette, j'ai eu le malheur d'acheter une tablette à mon père et ma mère elle me maudit d'ailleurs tous les jours à cause de ça, c'est qu'après il a commencé à jouer aux jeux de cartes. Et puis après, je l'ai commencé à le surprendre, à jouer à des puzzle games et tout sur mobile. Et maintenant, il est tout le temps sur la tablette en train de jouer aux jeux vidéo, quoi. Donc maintenant, c'est moi qui le charrie en disant qu'il se muscle les doigts parce que moi, maintenant, je joue toujours, mais moins que lui, en fait. Moi, même ma grand-mère s'est mise aux jeux vidéo. Je lui ai fait découvrir The Room sur iPad et Monument de Valley. Elle est ultra fan de Monument de Valley. Elle l'a fini, je pensais pas, parce que le dernier niveau est quand même vraiment compliqué. Les doigts dans le nez. Mylène qui dit ce grand moment où tu refiles la manette non branchée et que tu fais croire aux plus jeunes que ce sont eux qui jouent. Oh, c'est tellement bâtard et c'est tellement mignon à la fois. Je vais en profiter pour vous poser la question quand on parle de l'enfance. J'ai une question qui est parfaite. Est-ce que vous saviez quand vous étiez petit ce que vous vouliez faire? Oh, j'ai dû savoir au moins une bonne quinzaine de fois et c'était jamais. Je suis sûre. Travailler dans le jeu vidéo, c'était inimaginable, en fait, vraiment.
on savait pas qui faisait les jeux, on savait pas comment ça marchait, on savait pas comment c'était fait. Enfin, c'était complètement opaque cette partie-là. Mais oui, comme beaucoup d'enfants, j'ai dû vouloir être astronaute, pompier. Enfin, je sais pas, à peu près tout ça, cow-boy, je crois, plusieurs reprises. Enfin bon, en fonction Cowboy, des films, c'est une belle idée de carrière. Je l'entends pas souvent, j'aime beaucoup. mais j'aimais bien les films de cow-boy. J'avais passé un été linguistique en Cornouailles. En Cornouailles anglaise où j'avais gardé les moutons à cheval et j'avais trouvé que c'était vraiment génial. Et donc cowboy, c'était. Mais c'est trop classe. C'était pas Mais cool. comment t'es amené à avoir vécu cette expérience-là? T'avais de la famille Ouais, c'était des amis de la famille. Le but c'était qu'ils anglais. Et ils avaient donc ces amis qui avaient une ferme en Cornouailles et ils savaient que de toute façon il n'y avait pas un mot de français, donc que ça serait la débrouille complète. J'avais 13 ans. Je suis revenue, je parlais parfaitement corniche. L'anglais, c'était autre chose. J'imagine trop les parents qui t'envoient en disant c'est bon, elle va être bilingue. Et tu reviens genre non mais attendez, c'est pas de l'anglais ça va pas du tout. Ça s'en rapproche quand même, mais c'est quand même très particulier. Mais bon, c'était cool, c'était vraiment une super expérience. Paysage incroyable, des gens adorables, et puis effectivement, voilà, j'ai fait naître un petit beau, je suis montée, j'étais à cheval presque tous les jours, enfin voilà, c'était rigolo. Et t'as eu envie de faire ça pendant longtemps du coup? Pendant longtemps t'as gardé ça en tête? Non, c'est parce que je suis quand même assez versatile, donc je pense que assez rapidement, je crois que c'est surtout mes parents, notamment mon père, qui m'a fait comprendre que c'était pas vraiment un métier. Et que, enfin, c'est vraiment un métier, mais un métier, pas forcément pour toi. Mais pas cow-boy, disons. C'est comme ça qu'ils me voyaient. Moi, pour le coup, c'est très différent. C'est que je le sais depuis le CE2. Donc, en fait, au CE2, je rêvais de faire des jeux vidéo. Je pensais pas que c'était possible, par contre, mais je voulais faire des jeux vidéo. Et pour la petite blagounette, j'avais commencé à faire un concept de jeu avec mon meilleur ami, donc au CE2 déjà. Lui, il dessinait et moi, je faisais le concept. Donc, j'étais déjà en train de faire du game design sans me rendre compte. Et notre jeu s'appelait Super Morpion, qui reprenait les personnages des tickets à gratter. Voilà. Quand je disais à ma mère que je voulais faire un jeu sur les morpions, elle a éclaté de rire. J'avais pas compris pourquoi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce que ça la faisait marrer. La révélation 10 ans plus tard. C'était un jeu de plateforme à la Mario, quoi. C'était Super Morpion. Puis je voulais créer une console de jeu aussi qui serait 32 bits, qui s'appelait la Sudeo. Puis c'était à l'époque de la 16 bits, donc c'était incroyable, quoi. Donc on voulait inventer la Sudeo. Déjà au CE2, je voulais faire ça. Après, il y a quand même une période où tu crois que c'est pas possible, alors t'oublies. Et un jour, je sais plus, j'avais vu une cassette où il y avait un truc où tu voyais des. Là, j'étais vraiment beaucoup plus au collège, lycée, quoi. Et une cassette, je sais plus, d'un magazine qui parlait un peu des coulisses d'un jeu, quoi. Et je voyais juste des mecs en train de bouffer des pizzas, en train de créer des jeux, tu sais, un peu en mode garage. Et je voyais les mecs bouffer les pizzas en travaillant. Et j'ai dit, mais c'est trop bien, j'ai envie de faire ça moi aussi. Et puis quand j'ai eu mon premier emploi, j'ai raconté ça à mon employeur. Et puis pendant que je faisais des heures sup, il m'a offert des pizzas. Il m'a dit, je suis content de réaliser ton rêve. Voilà. Donc c'était. Oh, ouais. C'est trop chouette. Anecdote quand même un peu fun. Quand j'ai voulu faire des jeux vidéo amateurs dans les années 2000, je savais pas du tout comment on s'y prenait. Hein. Je savais juste que je voulais faire un jeu. Et j'ai commencé à recruter sur des forums et tout. Mais avant de recruter sur les forums, j'ai recruté au lycée. Et en fait, je suis rentré dans un jeu vidéo dans un magasin de jeux vidéo de console et je faisais pas du tout en fait la différence à l'époque en fait. Et pourtant, j'étais quand même ado. Hein. Mais on parlait moins en fait de l'industrie que maintenant et je faisais pas du tout le lien. Pour moi, les vendeurs à Micromania, ils connaissaient l'industrie du jeu vidéo, quoi. Donc je suis rentré un peu dans un magasin de jeux vidéo. J'ai dit bonjour, je vais faire un jeu vidéo qui va cartonner. Je cherche un dessinateur. Et là, il me répond, bah ouais, ça tombe bien, je connais un dessinateur. Il me donne le numéro de téléphone d'un gars, qui finalement va me donner le téléphone d'un autre gars. Et c'est devenu le premier dessinateur de mon jeu vidéo amateur et qui maintenant est aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Et voilà. Donc je suis rentré dans un magasin de jeux vidéo en pensant que c'est improbable. C'est quand même improbable. C'est quoi le plus gros challenge que vous avez eu à relever avec le confinement ? De mon côté, clairement, au niveau de la société, clairement, on est une boîte de 50 personnes, donc c'est vrai que c'est... Et puis on a eu des nouveaux entrants, donc je sais que Jeanne, elle partage la même problématique, hein, c'est que la nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, t'as pas du tout la même lien social et tout, donc c'est pas évident de créer du lien entre les nouveaux, les personnes qui sont là, donc on a fait... Mais en fait, tu peux, mais ça demande beaucoup d'efforts, donc c'était le challenge, en fait, voilà. Et après, à un niveau plus personnel, le challenge du confinement, ça a été de finalement... pas avoir trop le manque justement au niveau social et tout ça. Mais bon, c'était pas si challengeant que ça pour moi, j'ai envie de dire à titre personnel. J'ai eu quand même de la chance dans le confinement, quoi. Ah, tu veux dire que les gens t'ont pas manqué, ça va. Tu t'es rendu compte que t'avais pas besoin de tes amis. C'est chouette.
que je veux dire, c'est que j'ai un jardin et qu'il y a des gens qui sont plus à plaindre que moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là. Et toi, Jeanne, du coup? Moi, c'était de me passer de ma fille pendant plusieurs mois d'affilée, en fait. Puisque Ah bah oui. elle est grande, qu'elle fait ses études à Paris en ce moment, et que donc ne pas la voir pendant un certain temps. Elle est revenue, évidemment, dans la période d'été, là, mais fin printemps-été. Mais je l'ai quand même pas vue pendant presque 3 mois lors du premier confinement, et ça a été très, très, très douloureux. Donc ça, oui. De manière plus pragmatique, ça a été de changer ma bouteille de gaz. J'ai pas de voiture. J'étais pas prête. J'ai pas de voiture, donc normalement, je me débrouille toujours avec les transports en commun, et j'ai des copains qui peuvent, tu vois, qui m'accompagnent quand c'est juste effectivement comme ça, chercher une bouteille de gaz. Et avec le confinement, appeler des copains, ça c'était beaucoup plus compliqué. Donc je me suis retrouvée dans une espèce de voyage infernal avec ma bouteille de gaz vide pour la remplacer. Enfin bref. Aïe. Toute une épopée. Pour la blague. Et effectivement, après, pour la boîte et au niveau du fonctionnement de la société et du studio, voilà, ce que dit Nicolas est très juste, quoi. C'est l'intégration. Nous, on a 17 nouvelles personnes qui sont arrivées depuis le début du confinement. Donc, les s'assurer qu'elles soient bien Attends, intégrées. 17 ? Ouais. 17 Ah oui. D'accord, mais vous êtes combien ? Maintenant, on est 52. Oui. Vous êtes beaucoup. Enfin, je dis ça, mais Old Skull, vous êtes pas loin de 60 aussi maintenant, vous avez grave grossi. On est moins de 60, on est plutôt près de 50. D'accord. Ah, c'est marrant, vous avez quasiment la même taille de boîte. On fait pas du tout la même chose par contre, mais effectivement, la même taille de boîte. Oui. Oh, moi, je trouve plein de points communs. Je me dis, vous étiez fait pour vous rencontrer dans cette émission. C'est quoi le truc que vous êtes le plus fier d'avoir accompli ? Je triche un petit peu, l'éducation de ma fille. Oh, mais non. Pas mal. Ouais, non, mais là, c'est de la triche. Mais bon, d'accord. Moi, c'est l'éducation de mes chats. J'en suis vraiment très fier en plus. Vraiment en plus, j'en suis vraiment fier. Enfin, il y a plein de trucs dont je suis fier, pour être franc. J'ai accompli. Mais je dirais de manière générale, c'est d'avoir tracé ma route. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que depuis tout jeune, si j'avais écouté ce qu'on me conseillait de faire, et notamment les parents qui sont très prévoyants, avec beaucoup de bienveillance, hein, et qui du coup avaient très peur dès que je voulais dire que je vais faire des jeux vidéo et tout comme ça. Quand j'ai voulu monter ma boîte, pareil. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai toujours fait mes choix par rapport à mes convictions, et ça s'est toujours relativement bien passé, donc je suis assez fier de ça. Et du coup, Johan, est-ce que tu as une autre réponse en dehors de cette grosse gruge ? C'est inadmissible. Oui, mais c'est vrai. J'ai plein de choses dont je suis fière, mais d'avoir réalisé en grande partie mes rêves à travers la création de jeux qui sont pour moi très très importants. D'avoir une équipe aussi géniale, d'avoir réussi à monter des initiatives comme la bourse jeux vidéo, et de voir, en parlant avec les étudiants qui sont hyper contents de faire d'être là et de pouvoir faire leurs études, tout ça. Enfin, c'est plein de sources de fierté différentes, quoi. C'est difficile de dire qu'il y en a une qui dépasse toutes les autres, en dehors, encore une fois, effectivement, de choses assez évidentes pour une maman. C'est quoi votre pire peur ? Que les gens que j'aime meurent avant moi, en fait. Ouais, on rentre dans un truc plus creepy, là, Ouais. c'est bien. Ouais. C'est vrai que moi, je suis un peu sur le même genre de réponse, pour le coup. Je pense que c'est comme plein de gens, hein, on va pas se mentir. Hein. Je pense que très angoissé un peu aussi autour de ça. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression d'être très chanceux, et je le reconnais avec beaucoup d'humilité, entre guillemets, quoi. C'est que clairement, je sais que je suis chanceux, et j'ai toujours peur qu'à un moment donné, il y a une espèce de karma qui fait que je me prends plein de trucs dans la gueule d'un coup, quoi, tu vois. Donc c'est un peu cette angoisse. Sinon, j'ai le vertige, voilà, pour te faire une réponse un peu, un peu genre. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, j'ai le vertige à mort, un truc de fou. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé ? T'as tes mouchoirs pas loin, là? J'ai pas de mouchoirs, merde. C'était pendant le développement de Gridfall. Donc on a appris à ma mère qu'elle avait un cancer, et il était déjà très avancé quand elle l'a appris. Elle habite près de chez moi, en fait. Mes frères et sœurs habitaient très loin, donc ils pouvaient pas la voir aussi régulièrement qu'ils auraient voulu. Et donc pendant 4 mois, moi j'allais la voir presque tous les jours, en ayant à côté de ça la boîte à développer, le scénario du jeu à écrire. J'ai perdu aussi une de mes amies d'enfance d'un cancer également au même moment. Et ma mère est décédée au mois d'août. Et ça a été une explosion dans ma vie. Et d'avoir en plus
il y a des scènes, donc pour ceux qui ont joué à Gridfall, la mère du héros est malade aussi, sachant que ça avait été prévu avant que j'apprenne que ma mère soit malade. Et j'ai dû écrire les scènes de dialogue avec la mère qui est malade, alors que ma mère venait de mourir. Je dois t'avouer que c'était d'une rare violence, en fait. Bon. Et outre le fait que j'étais très très proche de ma mère, comme vous avez pu l'entendre un peu avant, pour ceux qui étaient déjà là, on partageait énormément de choses, et ça a été vraiment très 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 dur à plein de niveaux. Faire son deuil en bossant 13 heures par jour et en même temps en ayant en plus le boulot qui te rappelle à ça, à ce sujet-là, c'est d'une grande violence. Ouais. Voilà. Waouh. En effet, j'étais pas prête. Je ne sais pas quoi dire de mon côté, hein, je veux dire, en tout cas bravo déjà, Jeanne, d'avoir surmonté ça. Effectivement, moi de mon côté, j'ai vécu aussi des décès dans mon entourage, mais effectivement pas de cette ampleur, enfin de ce calibre, je sais pas comment dire ça. Bon, après, il n'y a pas d'échelle de la souffrance ou quoi. Non, il n'y a pas d'échelle, clairement. Mais du coup, ouais, moi de mon côté, j'ai envie de dire, c'était plutôt une dépression que j'ai fait il y a 10 ans, plus que ça, maintenant 15 ans. J'ai fait une dépression, vraiment le sentiment de faire une dépression pendant 2 ans, le moment où en fait tu te lèves et on te dit est-ce que tu es heureux, tu dis est-ce que tu es malheureux, tu dis non, est-ce que tu es heureux, non. Et puis finalement, j'ai déménagé, et puis ça s'est reconstruit petit à petit, mais ça a pris des années en fait avant. Et aujourd'hui, si on me demande si je suis heureux, je dis mais ouais, mais clair quoi. Mais j'ai traversé ça il y a 15 ans, effectivement, où c'était étrange, vraiment une drôle de période. Enfin, ce qui est terrible quand on est confronté à ce genre de situation, c'est que sur le moment, c'est absolument terriblement destructeur et on est très 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 mal. Et procéder à son deuil dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile. Mais par contre, ça recentre justement sur la brièveté de la vie et sur le besoin de profiter autant que possible de ce qu'on aime, de ce qui nous fait plaisir, que ce soit au point de vue créatif, que ce soit nos amis, notre famille, enfin bref, de profiter au maximum de ce qu'on a, quoi. Dans l'immédiateté et parce que voilà, on sait jamais quand ça peut arriver, quoi. Ça me fait penser à la phrase que je déteste, mais le truc de ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Parce qu'en fait, je la trouve dans certains cas absolument affreuse. Dans plein de cas, c'est pas vrai. Non, ça te rend pas plus fort. Ça peut te détruire, ça peut te ravager, et te rendre plus faible, quoi, pas plus l'inverse. Mais le fait d'apprendre quelque chose, des choses difficiles qui t'arrivent, je trouve ça hyper optimiste et j'ai envie d'y croire, de me dire que quel que soit ce que tu traverses, tu peux en tirer peut-être une once de peut-être d'empathie ou de sensibilité ou d'apprentissage. Je pense que cette phrase, elle est vraie quand tu as réussi à justement à remonter, en fait. Et je pense que ça peut arriver à des gens qui n'y arrivent pas, en fait, qui pour des raisons tout à fait compréhensibles. Moi, je sais que ce qui m'a apporté beaucoup de paix et de bien-être, alors je ne pratique pas la méditation, mais donc j'ai un jardin, planter des arbres et les regarder pousser, en fait. Et j'ai un jeune chêne dans mon jardin qui s'est planté tout seul, et que j'ai évidemment laissé pousser. En fait, c'est vraiment complètement magique de voir, notamment au printemps, chaque jour, en fait, je vais le voir tous les matins. Et tous les matins, l'évolution qui est visible, en fait, de certains bourgeons qui ont commencé un petit peu à s'ouvrir, des toutes petites feuilles microscopiques qui se déroulent, les couleurs absolument incroyables qui changent énormément parce que quand la feuille sort au tout début, elle est d'un vert hyper pétard, on dirait le vert de l'affichage numérique, tu sais, des et après, ça va devenir un vert plus passé. Et vraiment la magie de ça, de voir aussi à quelle vitesse ça grandit, en fait, parce qu'il grandit super vite. Je veux dire, c'est en l'espace d'un an, c'est passer d'une sorte d'un truc qui était de la hauteur d'un buisson à la hauteur d'un arbre, quoi. Et ça, ouais, ça c'est magique. Et ça apporte une sorte de bien-être incroyable, en fait, en ce qui me concerne, parce que c'est vraiment une sorte de temps relatif, en fait. Tu te rends compte que le temps de l'arbre n'est pas le tien, et en se mettant à l'échelle de l'arbre, ça permet de relativiser énormément de soucis, et moi ça me fait vraiment un bien fou, quoi. S'il vous restait qu'un jour à vivre, vous feriez quoi ? J'irais passer une dernière journée à Venise, qui est ma ville préférée, avec ma fille. Et aller regarder le coucher de soleil sur Venise. Moi, ce serait de partir avec ma conjointe dans la forêt ou un truc vraiment
à proximité et juste se poser là et chiller, quoi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, vous aussi, sur le chat. Merci pour toutes vos réponses. Merci à tous les deux pour votre transparence, votre honnêteté, votre bienveillance et toutes vos réponses. C'était un bonheur de vous avoir. Je dis au revoir à YouTube ici. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour la prochaine émission de Time Out, tous les samedis de 19h à 21h. Des bisous! Bye. Bye.